Salut! On va donc commencer avec notre premier sketch sur P5.js pour essayer de faire nos premiers graphismes et expliquer les premières fonctions principales qui vont nous permettre de dessiner. On va partir donc de zéro. Je suis sur mon bureau. On va se faire un dossier que je vais appeler base P5 par exemple. Je vais faire clic droit pour ouvrir avec Visual Studio Code. Hop, je vais vous ramener la fenêtre. Voilà, à l'intérieur d'ici, je vais faire deux nouveaux fichiers. Je fais CTRL-N pour pouvoir faire un nouveau fichier. Je vais prendre mon premier fichier index.html qui est notre fichier donc, qui va contenir notre code de base HTML et dans lequel on va pouvoir insérer le JavaScript. Donc là, ce que je viens de faire pour pouvoir insérer donc, les premiers paramètres HTML, vous faites, alors ça va commencer. Hop. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire point d'exclamation, tabulation, et vous avez une espèce de template qui va se mettre. Si vous avez l'extension Emmet installée, je crois qu'elle est de base sur Visual Studio. Une fois ici, je vais ouvrir un navigateur pour pouvoir récupérer le lien pour intégrer la librairie qu'on va utiliser, donc P5. Je vais taper P5.js CDN. Tout ça, on l'avait un petit peu vu déjà dans la première vidéo. Je vais prendre ce script ici, celui-ci plutôt, copier. Je vais mettre un peu plus gros par contre, vous voyez bien. Et je vais l'insérer ici. Hop, je vais également insérer un deuxième script. Alors je vais le mettre à la main cette fois. Source, et on va se dire main.js. Donc ça va être mon fichier dans lequel je vais pouvoir taper mon code. Hop, du coup ce fichier là, main.js, je vais le créer ici pour bien qu'il puisse le retrouver. Donc encore plus gros. Voilà, juste pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais mettre console log test, c'est une commande qui va nous permettre de voir si ça fonctionne. Et je vais ouvrir avec Live Server pour ouvrir la barre de menu, faire Maj, enfin Shift, CTRL P. Ça vous permet d'avoir cette fenêtre là. Et du coup, je vais faire Live, Open with Live Server. Et normalement, voilà, je vais avoir ma page qui s'affiche directement. Pour accéder à la console qui nous permet de vérifier si tout va bien, vous tapez sur F12 et ici sur console si ce n'est pas déjà, c'est possible qu'elle atterrisse sur cet élément là. Et là je vois que j'ai bien ma console log test qui est arrivée là. Ok, nickel. Alors, à partir de là, on va pouvoir vraiment commencer à travailler avec la librairie. Voilà comment ça fonctionne. Quand vous êtes ici, en général, ce que vous allez avoir, c'est toujours deux fonctions de base. Donc ça s'écrit de cette manière-là. Fonction setup, parenthèse avec les accolades. Et une autre qui s'appelle, alors j'ai toujours un doute, c'est draw. Ouais, fonction draw, ça dépend des logiciels, c'est-à-dire sur processing, il y a la même chose mais avec un nom différent. Alors ça, c'est deux fonctions qui vont être en fait, qui sont utilisées par P5 pour pouvoir faire très simplement certaines choses. C'est-à-dire que la fonction setup, c'est une fonction qui va s'exécuter. Pardon. Je recommence, la fonction setup va s'exécuter directement à l'ouverture, si vous voulez, du sketch dans la page. Et la fonction draw va être la fonction qui va looper en continu tout le long que la page reste ouverte, si vous voulez. Donc à quoi ça peut servir tout ça? Donc pour commencer, ce qu'on va se faire dans la fonction setup, c'est de créer un canevas en fait. Le canevas, c'est l'élément dans lequel on va pouvoir dessiner. Donc pour ça, on a la fonction create canvas qui va apparaître directement ici. Avec deux dimensions, donc là on attend de nous qu'on rentre une largeur et une hauteur, donc je vais mettre par exemple 600 par 600 et le reste je vais effacer, pas besoin, je vais garder la parenthèse. Ok, et deuxième élément sur lequel je vais pouvoir interagir, en tout cas dans un premier temps, c'est que je vais remplir le canvas qu'on vient de créer, on va le voir juste après, par une couleur pour être sûr qu'il soit bien intégré. Ici je vais mettre par exemple background 0. Alors je vais déjà faire ça, je vais après vous expliquer comment fonctionnent les couleurs sur P5.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma fenêtre Chrome en même temps, et je vois grâce à l'extension Live Server, normalement la mise à jour se fait automatiquement sur la page. Alors je remets quand même ma petite console sur le côté. Et je vois que j'ai bien mon canvas ici de 600 pixels par 600 pixels par 600, avec un background, donc une couleur de fond à 0, donc du coup en noir. Ok, nickel. Alors, plusieurs choses avant de poursuivre. Donc, au niveau des couleurs, on voit ici dans le background que j'ai mis 0, donc qui détermine le noir. J'aurais pu mettre aussi 255, qui définit par contre le blanc. Donc là, par contre, on va plus voir notre canvas, mais il est bien là. Et tous les niveaux intermédiaires, si vous voulez, vont être différents niveaux blanc ou gris. Alors pourquoi 255? C'est une question qui est relative par rapport à la librairie en fait. C'est-à-dire que les valeurs qui sont codées, en tout cas dans le fonctionnement, vont de 0 à 255, en tout cas pour les couleurs. Ce qui va nous permettre, donc, dans ce cas-là, de mettre différentes nuances de blanc ou de gris. Je vais fermer juste cette fenêtre-là, ça sera un peu plus clair. Mais également, si je veux mettre d'autres couleurs, qui ne sont pas du blanc ou du gris, je vais pouvoir indiquer 3 chiffres. Si jamais j'indique 3 chiffres ici dans mes parenthèses, les 3 paramètres ici vont être automatiquement détectés comme étant la proportion de rouge, de vert et de bleu. Donc à chaque fois, les chiffres vont de 0 à 255. Et donc si je sauvegarde, voilà, je vais avoir ici une couleur un peu violette qui correspond à 255, donc du rouge à fond, pour simplifier. 120, c'est-à-dire à peu près la moitié de vert. Et 250, alors vous avez vu, j'ai mis un peu au hasard, du coup j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai mis une valeur supérieure de 155. Dans ce cas-là, en fait, c'est comme si le nombre qui est traité ici est traité comme s'il était 255. C'est-à-dire que je pourrais mettre par exemple 520, ça va avoir exactement le même résultat. De toute façon, la valeur ne peut pas être supérieure à 255. Donc voilà, si d'autres exemples, si je voulais avoir par exemple uniquement un bleu en fond, je mettrais 0 pour le rouge, 0 pour le vert et 255 pour le bleu. Et cette fois, je vais avoir un bleu claquant. Donc voilà, ça nous permet de mettre le fond. Donc c'est les couleurs qu'on appelle RGB, qu'on utilise souvent en code ou en dessin ou tout ce qui est graphisme. Donc là, attends. Moi de mon côté, je vais laisser à 0. Ok, j'ai mon canevas ici. Premier élément qu'on peut un peu regarder, c'est par exemple pour créer un carré, disons. Qui va être une des fonctions principales, en tout cas très utilisée, tout ce qui est carré, rond, on verra après pour faire d'autres choses, d'autres formes un peu plus compliquées, mais on va pouvoir déjà s'amuser avec ça. Si je veux faire un carré, ou plus précisément en fait un rectangle, je vais taper rect tout simplement, parenthèse. Alors vous voyez ici, vous avez toujours une petite tête qui peut vous aider sur les, donc là c'est en anglais par contre, sur les différents paramètres. Si jamais vous ne savez plus exactement comment ça fonctionne, vous pouvez aussi vous référer au site internet de P5JS, donc sur cette adresse, vous allez avoir toutes les références, en tout cas toutes les fonctions de base. Alors je ne sais plus où c'est, ça va être, j'imagine dans Start ou Get Started, il doit y avoir un truc comme ça, oui voilà. Où là vous allez avoir quelques explications sur comment ça fonctionne. Donc, je vais dire à peu près les mêmes choses, et après on essaiera de faire un petit sketch pour mettre en application tout ça. Donc rectangle, ça se compose d'une position et d'une largeur et d'une hauteur. Alors, petit truc à clarifier juste avant, parce que au niveau de la référence, c'est-à-dire du placement des objets, alors pour tous ceux qui ont été un peu à l'école, en général, on prend l'axe de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a un axe qu'on appelle l'axe des X, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ici avec le 0 qui est ici en bas à gauche, et on va déterminer un point. Par exemple, si on a ce point-là, on va avoir un X de, je sais pas, de 2 par exemple, ça dépend quelle échelle on a, ici de 1. Alors, c'est pas comme ça que ça marche sur P5 et de manière générale, en fait, sur beaucoup de canvas ou de choses qui sont un peu similaires. Dès qu'on dessine quelque chose, en général, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, l'axe est inversé. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on va faire, le 0 va être en fait ici, en haut à gauche de l'écran.
Alors, je parle bien de ma fenêtre Chrome ici avec le canvas. Mon canvas ici qui est à 0. Avec ici, donc, vu que là, j'ai fait un canvas de 600 par 600, je vais avoir ici la valeur 600. Et ici également, comme j'ai mis 600, également 600 de ce côté-là. Alors, les axes sont toujours, par contre, dans le même ordre, c'est-à-dire que le premier élément, c'est bien l'axe des abscisses, donc qui n'a pas vraiment changé, donc c'est bien, entre guillemets, l'axe des X. Et le deuxième élément, c'est l'axe des Y, mais par contre, qui lui est inversé. Donc, par exemple, si je voulais placer un élément, disons, je ne sais pas, moi, à peu près ici, par exemple, ben, je vais prendre ici la valeur qui va être, bon, je sais pas, ça doit être grosso modo, peut-être 100, parce que ici, la valeur ici sera à peu près 100, et 100 également de ce côté-là. Voilà, donc c'est une pression importante parce que du coup, hop, si je fais tout ça, nous, pour placer notre rectangle, si je veux le placer, donc, alors, supposons que facile, je vais le placer au milieu, 300 par 300, pour déterminer, comme j'ai un canevas de 600, 300 par 300, je vais avoir bien le milieu, et je vais dire, par exemple, une hauteur de... Alors, il ne sera pas tout à fait au milieu, parce que justement, je vais expliquer pourquoi, je vais mettre 60 par 100, par exemple, 60 sur l'axe des X et 100 sur l'axe des Y, donc il sera plutôt un rectangle vertical. Hop, et voilà, donc là j'ai un premier rectangle par défaut, donc qui n'est pas au milieu, parce qu'en fait le premier point, si je reprends mon truc, mon premier point détermine en fait, voilà, ce point du rectangle, c'est-à-dire que mon 300 par 300 correspond à le point en haut à gauche du rectangle. Donc du coup j'ai bien voilà, le point de départ, puis après ici 60 en largeur et 100 en hauteur sur l'axe des Y. Donc avec, encore une fois, l'axe descend par ici. Si jamais je voulais le placer, mon rectangle, disons, ici, à la place, on va essayer de le faire, justement, c'est là où on a cette question d'axe qui va tout changer. Donc si je veux le mettre un peu plus haut, ça va nous donner, par exemple, alors l'axe des X, supposons qu'il ne change pas, et je vais mettre, par exemple, 100. Boum. Et cette fois, j'ai mon rectangle qui est bien placé ici. Donc on a bien le 0, en fait, qui est tout en haut à gauche. Ça, c'est important à se souvenir. Ok, si je veux changer ma couleur de mon rectangle, alors ce qui se passe, c'est que un peu comme de la peinture, à chaque fois qu'on veut changer une couleur de remplissage, on va juste avant appeler la fonction fill. Et là, je vais pouvoir mettre ma couleur. Alors, ça marche exactement de la même façon que mon background ici. C'est-à-dire que ça va marcher avec les couleurs RGB. Et supposons que je le veuille rouge, par exemple, je vais mettre 255 pour avoir du rouge à fond et 0, 0 pour avoir le vert, le bleu à 0. Et cette fois, voilà, je vais avoir mon rectangle qui est bien coloré. Si je veux mettre un contour, je vais mettre stroke. Encore une fois, c'est des fonctions qu'il faut que je mette juste avant de dessiner. Enfin, juste avant. En tout cas, avant de dessiner mon rectangle. C'est des fonctions qui peuvent être conservées sur plusieurs éléments. On va le voir juste après. Si je veux mettre un stroke, par exemple, en blanc, je vais mettre stroke 255. Alors, si je mets qu'un seul chiffre, c'est vraiment des niveaux de noir ou de blanc. C'est un peu comme si je mettais 255, 255. Parce que là, si je mets le rouge, le vert et le bleu à fond, je vais bien avoir un blanc, c'est tout à fait. Mais si je mets un seul nombre, c'est également considéré, c'est un peu un raccourci si vous voulez. Si je mets un seul 255, c'est comme si j'avais 3 fois 255. Alors on ne voit pas très bien, mais pour ça, on a bien un petit cadre blanc qui s'est mis sur le rectangle. Mais pour le voir mieux et pour agrandir l'épaisseur du trait, il y a une fonction qui s'appelle stroke weight. Et là, ça va être en pixels l'épaisseur du trait. Alors, par défaut, je ne sais plus exactement à combien il est, sur moins 1. On va essayer 4 pour voir ce que ça donne. Boum. Et voilà, et là, j'ai un rectangle beaucoup plus... hop, je vais enlever ça. Un rectangle avec le bord beaucoup plus épais. Même chose, si je voulais changer la couleur, je peux mettre stroke 255, 255, 0 pour voir ce que ça donne. Ça fait du rouge et du vert. Voilà, ça donne du jaune. Voilà, donc ça c'est la fonction rectangle. Je vais avoir quelque chose de similaire. Alors juste avant de faire ça, vous voyez bien, du coup comme j'ai défini ici mes couleurs en fait, la couleur c'est un peu comme si je définissais le pinceau que j'utilisais, entre guillemets, parce qu'on a à la fois une couleur de fond et une couleur de contour. Mais du coup maintenant, si je dessine un autre rectangle, hop, et que cette fois je vais le mettre, je sais pas, tout en bas à gauche par exemple, on va se mettre 40 et 400 par exemple, disons.
avec un rectangle cette fois de 40 et 40. Voilà, j'ai exactement la même couleur. C'est normal vu qu'on a défini nos couleurs ici et qu'elles sont gardées en fait tout le long du tant qu'elles ne sont pas changées en fait. Si jamais je voulais faire un rectangle d'une autre couleur sur le deuxième, je reprendrai le fil du haut et ici je le changerai. C'est-à-dire que je change le fil dans la couleur de fond et je vais mettre par exemple que du bleu par exemple, ça va être horrible. On va essayer quand même. Boum, et voilà. Et cette fois j'ai bien mes deux rectangles avec la couleur qui diffère. Voilà pour ça. Deuxième chose, deuxième élément qu'on va beaucoup utiliser, c'est le cercle ou d'une manière plus générale, il est appelé par la fonction ellipse parce que ça permet voilà, d'utiliser une seule fonction. Et donc en ellipse, c'est un peu le même principe que le rectangle. On va avoir les deux premiers paramètres qui sont la position en x et en y, et les deux suivants qui va être disons la longueur et la hauteur de l'ellipse. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir, si je veux dessiner ici, je peux avoir le point de centre cette fois. Alors c'est vrai que pour le carré, on verra qu'on peut aussi changer ce fonctionnement-là. Mais pour le de base, pour le rectangle, quand on définit les deux premiers paramètres ici, c'est bien cette position-là qui est déclarée. Pour l'ellipse, c'est pas le cas, c'est bien le centre qu'on déclare ici dans les deux premiers paramètres. Donc on le verra juste après. Donc on a le point là, et les deuxièmes paramètres, ça va être voilà ici les longueurs ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir dessiner des éléments qui sont vraiment aplatis de cette forme-là. Si c'est pas très bien fait. Mais voilà l'idée en tout cas. Nous, on va mettre le même paramètre pour vraiment avoir un cercle. Donc, supposons, on va essayer de mettre notre ellipse plutôt en bas à droite, là où il y a de la place. Mettons, on va le mettre en 400 en X et 400 en Y. Et mettons avec un rayon de 20. Et voilà ce que ça donne. Je peux faire la même chose avec, par exemple, juste pour voir ce que ça donne. Je vais la déplacer un petit peu, je vais la mettre une deuxième ellipse en mettons 300 et 500, je vais les mettre un peu plus bas à gauche si je ne dis pas de bêtises. Et cette fois, mettons 90 et 20 pour bien voir la différence, voilà. Et là, on a vraiment une ellipse complètement aplatie. Si je veux enlever le contour sur ma dernière ellipse, je vais pouvoir appeler une fonction qui s'appelle noStroke. Donc qui dit, comme son nom l'indique, stroke c'est l'épaisseur du contour, ou plutôt le contour en particulier. L'épaisseur du contour c'est stroke weight, hein, qu'on a vu un petit peu au-dessus, juste là. Donc si je dis noStroke, je ne vais pas avoir de contour sur la dernière ellipse. Et donc comme même fonctionnement, c'est-à-dire que quand je mets noStroke, c'est-à-dire que tous les éléments après n'auront pas de contour. Voilà. Dernière petite chose avant de pouvoir commencer un vrai premier sketch, un vrai premier dessin. Ici, vous voyez qu'on est dans la fonction setup, donc c'est la fonction qui s'exécute au démarrage du programme. Et la fonction draw va avoir une fonction un peu différente, c'est-à-dire que cette fois, la fonction draw, elle va s'exécuter sans arrêt en boucle. C'est un peu comme une boucle for, on verra un petit peu après pour ceux qui n'en ont jamais fait. Mais ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de prendre ma dernière ellipse. Par exemple, non, je vais tout prendre carrément. En général, dans ma fonction setup, c'est que je mets uniquement, en tout cas pour commencer, mettre les fonctions qui définissent le canvas et mettre un background si nécessaire. Ici, là, ça n'a rien changé, vu que de toute façon, cette fonction s'exécute en continu. C'est-à-dire que la fonction draw, elle s'exécute une première fois, boum, et dès qu'elle arrive à la fin, boum, elle revient, elle refait une deuxième fois, etc., etc., et ça à l'infini. Donc, ce qui va nous être utile, ça va être pour bouger des éléments ou faire en sorte que, voilà, on ait un sketch beaucoup plus vivant. Ce qu'on peut faire, juste pour mettre en valeur cela, je vais mettre qu'un seul élément, ce sera plus clair à mon avis. Je vais effacer tout le reste ici. Je vais avoir un rectangle, je vais le mettre plus gros. Mettons 200 par 300. Et ce qu'on peut faire, c'est de mettre à chaque fois une couleur aléatoire. C'est-à-dire, plutôt changer d'avoir une couleur aléatoire, je vais mettre une couleur qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc pour faire ça, je vais me définir une fonction, enfin une variable plutôt,
que je vais mettre à l'extérieur de toutes mes fonctions, parce que la définition va se faire ici au départ. Je vais dire vert, par exemple, que je vais faire partir de 0 et que je vais utiliser ici, tout simplement. Donc pour définir une fonction en JavaScript, on utilise ce mot-là, let, ensuite le nom de la variable, plus après la valeur de laquelle on lui assigne directement. Donc pour l'instant, ça ne change rien, vu que j'ai mon vert qui part de 0 et qui ne bouge pas, donc qui est toujours vert, c'est comme si c'était 0. Mais ce que je peux faire, c'est que à la fin de ma loupe, ici, je vais mettre vert égale vert plus 1. Ce qui fait que ma couleur vert ici va s'incrémenter, vu qu'à chaque fois que la boucle va se finir, mon vert va s'incrémenter d'un. Donc c'est-à-dire que la première fois, je suis à 0, hop, mais la deuxième boucle va être à 1, à 2, à 3, etc. Donc ce qui va faire que ma couleur va évoluer au fur et à mesure du temps. Voyons voir ça, de ce que ça donne. À mon avis, ça va aller très vite. Hop, ici ça fonctionne. Voilà, alors, on l'a vu, tac. Et on voit que donc ça progresse progressivement jusqu'au jaune, jusqu'à temps que ça n'évolue plus, parce que le vert sera passé au-dessus de 255. Et donc une fois qu'il sera à 255, même s'il augmente, le rendu sera le même. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est que on peut se dire, si jamais vert est supérieur à 255, donc ça c'est la syntaxe pour dire, si jamais la variable vert est supérieure à 255, je vais dire vert revient à 0, donc vert égale 0. Et là, normalement, je vais avoir ma couleur qui passe au jaune, et d'un coup, il va revenir, voilà, 0 pour recommencer. Voilà, on va s'arrêter là pour les fonctions de base. On se fera un premier sketch un peu plus joli et un peu plus d'animation sur le reste. On expliquera en même temps toutes les fonctions qu'on utilisera pour ça. Voilà, je vous dis à bientôt.